Bonsoir, mesdames et messieurs, chers adhérents, partenaires, acteurs économiques du Nord de Marseille et autres, et représentants des collectivités et élus. Bienvenue à cette 16e édition des rencontres de Marseille. Et je remercie particulièrement la COP pour l'accueil, dont le soutien logistique et la convivialité permettent de maintenir ce lien et de créer ces échanges que nous allons partager ce soir. Je salue la présence de Jean-Pierre Cochet, ce soir adjoint au maire de Marseille, en charge de la sécurité civile, gestion des risques, du plan communal de sauvegarde, du dynamisme économique et du tourisme durable, ainsi que celle d'Éric Semerdian, conseiller municipal, délégué à l'emploi, à l'insertion, à l'innovation sociale et à la coproduction de l'action publique. Enfin, merci au lycée La Calade et aux jeunes qui nous aident à organiser cette soirée. Je dois vous avouer quelque chose, cet événement tient du miracle, cette soirée tient du miracle. Voilà, donc vous avez certainement dû l'entendre à maintes reprises, comme beaucoup d'autres associations. Marseille est dans un équilibre financier délicat, fragile, et c'est désormais une réalité avec laquelle il faut composer sur le temps long, je le crains. Et donc c'est ce qui nous pousse à nous réinventer, à inventer des nouvelles méthodes, des nouvelles modalités pour pérenniser notre structure. Et cette soirée a lieu grâce à votre soutien, au soutien de nos adhérents, au soutien du conseil d'administration qui a été particulièrement engagé cette année, dont la contribution a été vitale en 2025. Et également à deux partenaires exceptionnels que je remercie chaleureusement. Il s'agit d'Euroméditerranée et de Sonergia, et je pense qu'on peut les applaudir également. Être une entreprise du nord de Marseille aujourd'hui, c'est être au cœur d'une mutation sans précédent. Toutefois, tous les programmes immobiliers et d'urbanisme sortis de terre, que deviennent ces quartiers? Est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, je peux implanter mon entreprise ici? Est-ce que mon business a un avenir ici? Est-ce que je peux y voir mon développement? Où est-ce que je peux trouver du foncier pour m'agrandir? Est-ce que je dois déménager pour me développer? Et dans ce cas, quid de mes salariés? Quelles activités seront valorisées sur le territoire nord? Quels secteurs d'activité seront soutenus quand le paysage urbain aura changé? Voilà, toutes ces questions, nous les avons entendues chez Marseille dans la bouche de nos adhérents, et nous allons les aborder ce soir sans détour. La transformation est en marche, mais ses effets, ses enjeux, ses opportunités restent encore à décrypter, et c'est ce que nous allons faire ce soir. Et pour animer ce débat et porter le dialogue, je laisse maintenant la parole à Fabrice Caillon. Merci beaucoup. Mais en fait, je vais saisir la balle au bon qu'a lancé Diana. On a salué le partenariat avec l'établissement à la Calade, et donc on a salué l'investissement, en l'occurrence, je crois, de 5 ou 6 élèves qui s'investissent. Je vais semer une graine dans votre tête, vous avez toute la soirée pour qu'elle germe. Nous avons dans la salle une jeune femme qui s'appelle Jeanne Breuil, qui est étudiante en 3e année de communication, qui est à la recherche d'une alternance en agence de com ou dans une société de com. J'en parle parce qu'elle est très proche de notre réseau. Et voilà, j'ai fait ça, elle est dans la salle, elle va se manifester comme ça. Et donc vous avez toute la soirée pour y penser et vous dire qu'au plus tard en janvier, il faut qu'elle ait trouvé une alternance pour son bachelor, pour sa 3e année d'études de communication. C'est réglé ce soir. Enfin en tout cas, d'habitude, Marseille, c'est super efficace, donc ça devrait l'être encore ce soir. J'ai envie de pousser un cran plus loin le propos de Diana Bajora et de dire et qu'on partage ensemble le fait qu'on vit quelque chose d'assez exceptionnel. On vit quelque chose d'exceptionnel parce que je pense qu'il n'est pas donné à tout le monde dans une vie de voir la ville dans laquelle il ou elle vit ou dans laquelle il ou elle travaille, qu'on n'a pas tous la chance de voir cette ville se transformer sous nos yeux. Et on peut ne pas s'en rendre compte. Et ceux qui sont implantés depuis longtemps ici et qui ont vécu tout ça, s'ils ferment un peu les yeux, ils se souviennent de ce que c'était ici et de ce qui était ce coin. Je parle des aspects urbanistiques, et pas que des aspects urbanistiques. Et donc, on vit aujourd'hui, et vous vivez, vous, entreprises ou acteurs qui êtes implantés dans les quartiers nord de Marseille, vous vivez d'une ville, et pas d'une ville nouvelle, mais d'une ville qui a près de 3000 ans. Donc c'est pas neutre, et on vit ce moment-là ensemble. Et cette soirée, elle va nous permettre aussi de prendre la mesure de ce que nous vivons ensemble
En apportant aussi des réponses très concrètes à c'est quoi demain la question du foncier et les gens qui habitent dans tel tour, est-ce que demain ils pourront continuer à y vivre ou est-ce qu'on va les virer? Ne pas oublier ces questions-là, mais prendre aussi la mesure de ce que nous sommes en train de vivre ensemble, de ce que vous êtes en train de vivre. À un moment de nos vies où se projeter est très très compliqué d'un point de vue et social et d'un point de vue économique, cette projection qui nous est donnée à 30 ou 45 ans, ça peut être aussi un bon moyen de s'y approcher. À condition de se demander ce qu'on va en faire. Et on va avoir une grande partie de la soirée pour savoir ce que l'on va en faire. Et là où je dis c'est une chance formidable, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment une chance formidable? En tout cas, est-ce que c'est une chance formidable pour tout le monde? Et on aura l'occasion d'en échanger tout à l'heure. On va avoir une soirée en, on va dire, 3 grandes séquences. Une première séquence avec un premier témoignage d'une entreprise adhérente de Marseille, une entreprise qui va venir témoigner, outre de ce qu'elle est, mais qui va venir témoigner de ce qu'elle vit, de ce que cette extension de Euromède, de ce que Euromède 2 signifie pour elle. Une entreprise qui est implantée sur une partie stratégique. On aura ensuite une table ronde avec trois acteurs, deux directement concernés par ce qui nous réunit ce soir. Et puis un troisième acteur qui va nous permettre de faire un pas de côté, qui reviendrai dans quelques instants. Et puis nous finirons cette longue séquence, nous la terminerons avec de nouveau 2 témoignages d'entreprises que j'appellerai à témoigner ensemble. Aussi 2 entreprises investies, implantées sur les quartiers de Marseille, investies de façon différente dans leur territoire et au sein de Marseille, et surtout qui elle aussi porte un regard sur ce qui est en train de se passer, et dont une qui a vécu, qui a vécu jusqu'à il y a peu de temps, qui a vécu dans le bruit et dans le bruit et la poussière de ce que l'on met de cette expansion. Une partie d'entre vous est venue ici en se disant super, parce qu'on va répondre peut-être à des questions que je me pose, qui ça va peut-être nous permettre de comprendre des choses. Et puis, une partie d'entre vous est peut-être venue en se disant on va présenter une super tête d'affiche, c'est Jean Biard. Donc je vais me débarrasser, si tu veux, de ce problème-là immédiatement. Jean Biard nous a fait éliminer les gars aussi il y a 48 heures de budget qui ne serait pas là ce soir. Donc Jean Biard n'est pas là et nous n'aurons pas pour le remplacer. Nous aurons, pour faire le pas de côté sociologique que nous avons engagé, Delphine Mercier, qui l'a remplacé au pied levé. On aura l'occasion d'applaudir, mais en tout cas, Delphine, merci infiniment, comme ça, là, en 48 heures quasiment, d'avoir rebondi, d'avoir accepté l'invitation. Et je vais dire de prendre le risque, pas prendre le risque, mais en tout cas de jouer le jeu de ça. Merci beaucoup. Tout de suite, je vous invite à accueillir Jean-Paul Faduto. Jean-Paul. Non. J'ai jamais fait ça. Si. Donc Jean-Paul Faduto, tu es PDG de Faduto Bâtiment, comme son nom l'indique, une entreprise du bâtiment. Trois grandes questions. Première question, Jean-Paul, c'est quoi votre entreprise? C'est quoi l'entreprise Faduto Bâtiment? C'est une entreprise très simple, c'est une entreprise ancienne, c'est pour tout le monde, c'est quoi cette entreprise? Alors oui, effectivement, je dirige Faduto Bâtiment, on n'a pas peu d'agence de com pour faire. Donc Faduto Bâtiment, c'est une entreprise, notre métier, c'est les travaux de terrassement, démolition et surtout de gros œuvres sur des projets qui peuvent être dans le cadre des marchés publics ou privés, tout type de bâtiments, de tertiaires, de l'hospitalier. C'est à peu près 35 salariés. Je suis la 3e génération, donc c'est une entreprise assez ancienne. Et effectivement, notre histoire est assez liée à celle des quartiers nord. C'était les quartiers nord de Marseille à l'époque. On a déménagé quelques temps au 14e. Donc, on est dans le quartier du Cannes. Je cite les quartiers parce qu'on a cité des quartiers tout à l'heure. On va prendre de la hauteur, on va prendre de la distance et on va aussi faire un truc super complet. Du coup, Jean-Paul, je ne vous demande pas pourquoi vous êtes implanté dans les quartiers nord. Uniquement, vous y êtes 3 générations. c'est ça. Mais par contre, aujourd'hui, vous y trouvez quoi? Vous y vivez quoi? Alors, quand on s'est eu au téléphone pour préparer, j'ai pas entendu, bon, ok, on est là, parce qu'en fait, j'ai entendu le truc utile, pourvu qu'on n'aille pas ailleurs. Pourvu qu'on n'aille pas ailleurs, on va voir les Marseillais, pas loin. Non, si je réfléchis à qu'est-ce que c'est les quartiers nord pour nous, au quotidien, il y a 2 mots qui viennent à l'esprit, c'est le dynamisme et la synergie. Je pense que la chance d'être dans les
Nord est lié à la diversité des acteurs qui se retrouvent dans ces quartiers. La diversité est super importante. Il y a des entreprises qui ont une vraie activité, il y a des entreprises du tertiaire. Et donc déjà, c'est quelque chose qui est super important. L'image de la soirée ce soir, il y a aussi beaucoup d'associations. Je vais revenir tout à l'heure là-dessus, mais pour moi, c'est vraiment une source de richesse. Le monde de l'éducation et l'enseignement qui est représenté, et puis il y a aussi le logement. Et pour nous qui recrutons dans les milieux de sociaux, en tout cas, nous, on vient des quartiers. Donc dans un petit périmètre, il y a toute cette synergie qui existe. Et je trouve qu'il permet de tisser des liens et de créer des ponts entre des acteurs qui se rencontrent de toute façon. Entre entreprises, on fait du business, on a besoin de se retrouver. Entre les entreprises, le monde de l'éducation et le monde associatif, c'est moins évident, mais je trouve que cette proximité nous permet de créer ces liens. Vous êtes investi sur le territoire, vous êtes, quand on s'est eu au téléphone, vous m'avez dit, peut-être que je fais de l'insertion, mais c'est pas mon métier d'en faire, mais en tout cas, mon poste est du coin et puis je bosse avec les acteurs. C'est quoi vos investissements, vos engagements sur le territoire? Je vais dire différent. Ce que je dirais, c'est plutôt quelle est la chance du monde associatif. Pour revenir là-dessus, comme je disais, sur le du business, c'est bien d'avoir côté, on fait des groupements d'entreprise pour des appels publics, etc. Mais le monde associatif et le monde de l'éducation aussi nous permet d'abord de nous ancrer dans le territoire et nous permet aussi de nous interroger nos pratiques. Les institutions ont souvent une résistance au changement assez importante. Et pour nous, la chance qu'on a de se retrouver au milieu de ce milieu associatif, je ne vais pas nommer toutes les associations, je ne vois pas toutes les directement, mais il y en a beaucoup, il y en a qui sont là ce soir avec l'émergence, etc. Nous permet de nous interroger et puis aussi de tenter des expérimentations qui ne seraient pas sinon. Donc effectivement, on va parler de développement durable, on va parler d'inclusion, de bonnes pratiques qu'on est... Voilà, sur lesquels on vient nous pousser, nous interroger, nous solliciter. Cette collaboration ne peut pas avoir lieu si il n'y avait pas cette proximité et la présence de tous ces acteurs sur le territoire. En fait, vous intervenez ce soir sur cette question de l'extension d'Euromed, sur la question de l'ouverture du centre-ville vers le nord. On va revenir sur tout ça. Vous auriez très bien pu intervenir il y a 2 ans quand on a consacré la soirée à la question des coopérations. Vous faites partie de ces entreprises qui, le plus possible, cherchent en tout cas à établir des ponts, à coopérer avec un système d'acteurs sur un territoire. Et on sait à quel point c'est important pour les entreprises, certes pour certaines d'entre vous, de pouvoir se projeter à l'international, sans perdre ses ancrages et son environnement immédiat. Je pense que c'est vital pour les entreprises de détail. C'est comme ça qu'on peut viser plus haut en termes de marché. Vous dites que 33 collaborateurs, une partie de vos collaborateurs ils habitent autour de la boîte. 33, c'est donc des salariés, des intérimaires, des sous-traitants qui sont tous sur place. Oui, c'est des personnes qui, comme je disais, en termes d'inclusion, on a la volonté, comme c'est le cas, d'ouvrir le recrutement à des personnes qui sont plus éloignées de l'emploi. C'est primordial parce que les personnes s'y rendent pas. Quand on dit Euromed aux oreilles de Jean-Paul Fabuto, ça résonne quoi? Ça résonne uniquement au marché public ou il y a quoi qui résonne dans Euromed ou Euromed 2? Alors Euromed, oui, c'est forcément une chance pour nous aussi, c'est une chance pour notre ville et pour le quartier. On parle de rénovation urbaine avec toute la modernité que ça peut apporter, toutes les opportunités autour de ça. Évidemment, pour nous, c'est aussi une opportunité de business et de chantier, je le laisse de côté. Vous le laissez de côté, mais en même temps, c'est aussi la réalité de Romain. C'est pas la réalité, c'est que ça nourrit aussi du développement économique. Donc, effectivement, on parle de renouveau urbain, de nouvelles constructions, d'une ville nouvelle qui correspond plus au mode de fonctionnement actuel, de réimaginer les transports, etc. Et de durable aussi. Donc, tout ça est important. En même temps, ça m'interroge forcément un petit peu sur l'équilibre dont je parlais tout à l'heure et sur l'existence dans un territoire donné de tous ces acteurs qui ont, encore une fois, comme l'image de ce soir, avec une synergie commune. Moi, j'ai une expérience personnelle qui illustre un peu ça, c'est qu'on est, comme on disait, basé au 31 novembre Charles-Moretti, qui est une zone qui est en train d'être petit à petit rachetée, préemptée par le PFAK, où le développement, pour nous, j'y ai vu une opportunité du foncier et pour
développé. En fait, quand on discute avec le PF Baclan, on voit très bien que nous, entreprises du bâtiment et ayant une activité concrète, On n'est pas concret. sur le secteur, on ne fait pas trop partie dans les discussions que j'ai eues avec le PF Baclan. On sent qu'on est toléré, mais en tout cas, ce n'est pas une opportunité pour nous de l'acquérir. Et on sait bien que les activités qui sont de manière générale, en tout cas c'est l'idée que j'en ai, peut-être que j'aurais démenti tout à l'heure, mais que les activités qui sont favorisées au niveau de Euromède ne sont pas des activités artisanales, des activités industrielles, mais on va plutôt s'installer et en groupe. Quid de l'associatif, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des assez locaux pour les associations, je m'interroge aussi. Et donc la crainte que j'ai, et puis aussi, si nous devons partir de Marseille pour aller de Olympique, etc., on peut demander à nos salariés. Si le but était de se déplacer moins, c'est encore une interrogation que j'ai. Et donc c'est vrai que la crainte que je peux avoir, c'est l'éclatement de ces différents mondes qui se côtoient actuellement et qui pour moi font la richesse des quartiers. Voilà, je crains cet éclatement et je ne vois pas dans l'Euromède une volonté de rassembler tout le monde et de continuer à faire vivre tous ces mondes ensemble. Ouais, je n'ai pas la réponse et je suis sûr qu'on aura un bout de réponse dans quelques instants. Je n'ai aucune idée de savoir si ce bout de réponse vous satisfera pleinement pas. Mais en tout cas, dans ce que vous dites, on est vraiment sur plein de niveaux différents, quoi. Il y a le niveau de l'entreprise Falduto Bâtiment qui se pose des questions pour son propre développement et pour une partie de ses collaborateurs qui vivent dans le coin et si demain vous allez à l'étroit, quid de ces gens, ces questions-là très concrètes. Mais derrière, ça pose aussi d'autres questions parce que d'abord, il y a une question de temporalité qui est très compliquée. Vous avez besoin de vous projeter à 3 mois, à 6 mois, à 1 an dans une perspective de PME ou de TPE ou de PME en boîte. Et en même temps, on est sur des projets de transformation de ville, de transformation urbaine qui se jouent à des décennies. Nous, les décennies, vous êtes. Et en même temps, on parle des territoires. On focalise ce soir sur un bout du territoire de Marseille qui est les quartiers nord, en disant qu'il y a un bout d'un autre territoire qui est le centre-ville, qui pousse un peu vers le nord, et on se dit intellectuellement, tiens, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Et donc ça nous paraît être une chance. Et en même temps, Marseille aujourd'hui est insérée dans une métropole. Et au fond, Vitrolles, il y en a un autre, une des villes de la métropole. Et donc il y a tous ces enjeux-là qui se télescopent, qui à mon avis sont une espèce d'équation impossible pour les élus. Et en même temps, ça tombe bien. On vous laisse vos charges et vos responsabilités et on est bien content que vous les ayez prises pour nous, donc merci. Mais en même temps, cette complexité-là, vous la vivez au quotidien. En tout cas, merci beaucoup Jean-Paul de t'être prêté à cet exercice, de l'avoir posé comme ça. Vous avez compris pourquoi on a voulu démarrer par Jean-Paul, parce que la question que pose Jean-Paul au fond, elle est aussi de quid de l'avenir de nos activités traditionnelles dans ce coin-là. Comment on fait du neuf avec du vieux, parce qu'en fait c'est aussi ça qui se joue. Peut-être que le grand fantasme c'est de dire on rase tout et puis on fait du neuf, mais ça marche pas quoi. On ne peut pas tout raser, il y a des gens, il y a de tout quoi. Donc ça marche pas. Donc c'est tout ça. La question que pose Jean-Paul, et donc on voulait démarrer cette soirée-là pour que ça pose un peu des éléments. On regarde vous, il n'y a pas que vous, hein. Il y a aussi vos homologues de la table ronde. Il s'avère qu'on est un peu là aussi pour vous attendre. Merci beaucoup Jean-Paul. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Merci infiniment. La personne que vous me voyez au début tout à l'heure en insistant et en souriant, c'est Stéphanie Guillot, que j'invite à nous rejoindre là-bas. Donc Stéphanie Guillot qui est directeur de la stratégie, du développement et de l'innovation à Euromède. Je pourrais dire que c'est le local de l'État. Famille de loin. Merci beaucoup Stéphane d'avoir accepté cette invitation. Je vous invite à accueillir avec Stéphane Laurent Couture, qui est chef de pôle économie et attractivité à la CAM, l'agence d'urbanisme de Marseille. Alors peut-être qu'Euromède, on ne prendra pas le temps d'expliquer ce que c'est, peut-être que la gamme, on prendra 1 minute pour expliquer à l'ensemble de la salle ce que c'est. Et puis je vous invite à accueillir donc Delphine Mercier. Et donc je vous invite à accueillir Delphine Mercier qui a plus d'élégance que l'autre. Donc Delphine qui est sociologue, qui est directrice de recherche au CNRS, qui est directrice adjointe du laboratoire d'économie et de sociologie du travail, de l'Est. Non, vous n'êtes plus ça? Bon, ça permet de dire qu'on a un beau laboratoire d'économie et de sociologie du travail à Aix, qui est le l'Est. En tout cas, Delphine en est plus, elle est directrice adjointe, elle est toujours. Merci en tout cas.
Merci encore vraiment Delphine d'avoir accepté. On se dit tous qu'on va démarrer avec Stéphane Guillaume qui va venir un peu nous expliquer ce qui se passe, ce qui se joue et tout ça. Je voudrais quand même qu'on commence par Delphine Mercier. En fait, c'est assez facile d'imaginer pourquoi on a un représentant de Romed et pourquoi on a un représentant de la GAD avec nous ce soir. C'est peut-être plus compliqué de se dire pourquoi ils nous ont fait venir une sociologue. Et est-ce qu'on peut prendre quelques minutes, Delphine, pour essayer de comprendre ce que la sociologie peut nous aider à comprendre de ce qui est en train de se passer? Alors peut-être un peu la sociologie, peut-être un peu vous aussi, mais nous aider à comprendre certes, il y a des questions très concrètes, vous en avez entendu une qui se pose, et elle se pose à des aménageurs, à des aménageurs, à des agents urbanistes. Elle se pose peut-être moins, en tout cas traditionnellement, elle les pose moins aux sociologues. En tout cas, on a peut-être moins l'habitude. Vous apportez quoi, vous, sur ces réflexions-là? Ça fonctionne. Moi, je suis sociologue du travail. Est-ce qu'on peut monter le micro de Delphine? Quand je suis arrivée à Marseille en 2001, on m'a dit il se passe un phénomène, c'est-à-dire qu'on a toute une série d'industries qui ont fermé, dont l'industrie de la construction navale à Machina et ailleurs, et ont été développées des zones franches, des zones d'entreprise défiscalisées, Ateliage, Benos, Marseille, il y en a plusieurs, Vitrolles, qui se sont développées. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé dans cette transition? Donc un sociologue du travail, il fait d'abord confiance aux acteurs du territoire. Des témoignages comme le témoignage qu'on vient juste d'avoir est très important, c'est-à-dire qu'il tente de faire un travail, on va dire, par le bas, pour essayer de comprendre. C'est un scientifique, donc il analyse à la fois les statistiques, le contexte parfois historique, parce qu'on voit bien qu'il y a une empreinte sur le territoire qui est très importante. La reconversion à la Ciotat n'a pas pu se faire avant plus de 20 ans, comme s'il y avait des traces et des empreintes qui préfigurent les territoires, par exemple, et qui les configurent et qui empêchent qu'un nouveau développement se mette en œuvre. Et donc, il va mener des travaux, des recherches, des enquêtes. En général, on avait avec la région des contrats très importants avec l'ODES, l'Observatoire d'économie et de sociologie du travail, sur la réflexion sur les rôles de compétitivité, la transformation en cluster. Donc il va faire des analyses un peu longues, on est dans des temporalités plutôt de 1 an, 2 ans, 3 ans, avec des thèses. Il y a une thésarde du Est qui est là ce soir et qui démarre une thèse sur Fausse. Donc il va faire une analyse qualitative, quantitative et surtout aborder le questionnement à partir des acteurs extérieurs. Donc c'est ça, attention. Et ensuite, on essaye d'objectiver et de travailler sur ces divergences de point de vue pour produire une analyse, on va dire, qui essaye d'être le plus objectif possible. Après, il y a des sociologues, comme moi, j'aime bien, il y a Michel Ferrandi, que vous connaissez certainement et que vous avez lu, qui aiment bien se confronter dans les... Par exemple, moi, quand j'ai travaillé sur la Ciotat, j'ai travaillé avec les chefs d'entreprise directement, c'est-à-dire avec des rapports d'étonnement, où on discute, on dit, tiens, il y a un certain nombre d'énigmes. Donc il y a un certain nombre d'énigmes sur les quartiers nord, puisqu'on vient juste de finir une grosse recherche sur la logistique, dont je pourrais en parler, qui permet de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi là il y a des trous? Pourquoi là la ville a été occupée par des entreprises qui finalement n'ont pas leur activité réellement sur place? C'est-à-dire qu'elles n'utilisent qu'un espace. Donc c'est ça que ça fait un sociologue, un chercheur, ça tente de faire des enquêtes en essayant de prendre en compte toute la diversité des points de vue pour essayer de produire une analyse qui peut être discutable et critiquable, mais sur laquelle, en fait, on construit avec les acteurs qu'on a. Merci beaucoup. Donc vous avez compris qu'à partir de maintenant, Delphine va écouter. Et donc vous allez nous aider à prendre de la hauteur en partant du bas, du terrain. Merci. Merci beaucoup d'être là ce soir. Il y a une carte qui va s'afficher. En fait, quand vous nous direz que vous voulez qu'elle s'affiche, elle s'affiche. Elle représente le périmètre euro-méditerranéen dans sa globalité, Euromed 1, la partie basse de l'envoi et la première phase de l'opération lancée en 1995, et Euromed 2, la partie beaucoup plus verte qui a été lancée à partir de 2017, et ce qu'on appelle Euromed 2, la phase 2 en fait, de l'opération. C'est peut-être pas le sujet prioritaire, quoique elle est verte parce que c'est un hasard de couleur, ou elle est verte parce qu'elle va être verte? Elle est verte parce qu'elle va être verte, et parce que quand on a commencé à, j'étais pas là, en 95 à construire
la transformation d'un bout de ville qui est historiquement une opération de développement économique. Il faut garder à l'esprit que le lancement, c'est avant tout venir régénérer l'arrière portuaire de la ville de Marseille, qui est excessivement dégradée. Le phénomène qui conduit à ce qu'il y a une forte perte d'activité économique à Marseille. La ville perd énormément d'habitants, un taux de chômage de 22-23% cette période-là, et l'État, en partenariat avec la ville de Marseille, décide de créer cette opération d'intérêt national pour, en s'appuyant sur une transformation urbaine de cette arrière portuaire dégradée, les entreprises disparaissent, les entreprises de stockage disparaissent, et donc toute la partie urbaine devient excessivement abîmée du fait de ce déclin économique. Donc l'idée, c'est vraiment de porter cette dynamique économique à travers une dynamique urbaine. C'est pour ça qu'une des caractéristiques de l'Euroméditerranée, c'est de porter une opération de développement avec une volonté à la fois de porter de l'activité économique exogène du territoire, mais aussi d'accompagner les dynamiques endogènes des entreprises déjà présentes sur le territoire pour les aider à grandir. Et pourquoi c'est plus vert? Parce qu'à partir de 2007, on sait que les transformations environnementales vont commencer à impacter fortement et qu'il va falloir pour pouvoir gérer ces contraintes environnementales, typiquement créer de la nature en vie, parce que c'est le meilleur moyen de lutter contre la chaleur urbaine. Et donc l'idée, c'est de pouvoir dégager de l'espace pour ces grandes entreprises vertes. Et si on doit dégager de l'espace pour ces grandes entreprises vertes, il faut densifier. Il faut densifier la ville, et donc il faut créer des conditions de densification qui sont soutenables, voire heureuses. On travaille avec la GAD sur ces questions-là assez régulièrement. Pour les rendre soutenables, la soutenabilité, la densification de la ville avec des contraintes qui apparaissent, l'artificialisation nette dont vous avez entendu parler. Il faut reconstruire la ville sur la ville, il faut la densifier, et dans ces conditions-là, puisque les gens les resserrent, il faut trouver des conditions de soutenabilité de cette densification. Stéphane, pour bien comprendre, densifier la ville, ça veut dire quoi? Ça veut dire monter sur des volumes de bâtiments, ça veut dire resserrer des bâtiments sur des espaces fonciers, ça veut dire créer de la mixité fonctionnelle aux bâtiments. On est en retard en France et en Europe, avec du dernier kilomètre, du logement, du bureau. Ici, les contraintes du droit d'urbanisme font que ça devient très très compliqué de pouvoir travailler à cette mixité fonctionnelle verticale. Et donc on y travaille, ça nous donne un certain nombre de situations. Alors, il y a quelques OIN portés par des EPA en France. Et toi? Des OIN, des établissements publics d'aménagement. Si vous voulez, je vous expliquerai ce qu'est un EPA peut-être sur le temps, mais je pense qu'on n'a pas trop le temps. C'est à la fois les On pourra le faire quand on aura répondu à la question de Jean-Paul. Et donc, au collège de Bordeaux, Bordeaux et Atlantique, qui porte aussi une opération d'intérêt national, ont pour la première fois, dans le cadre de ce droit à l'innovation, déposer un permis de construire sans destination. Quand on propose un permis en France, il y a une destination, c'est du bureau, c'est du logement, c'est. Donc vous voyez, et pour faire évoluer ce type de contraintes du droit de l'urbanisme, c'est très très long, parce que les contraintes sont très fortes, et que ce soit un opérateur comme l'Euroméditerranée, ou des opérateurs comme la ville de Marseille, ou d'autres opérateurs, ces contraintes sont quand même excessivement fortes, et il faut pouvoir petit à petit les transformer. La transformation de la ville, la dynamique urbaine, l'aménagement sont des temps très longs. Effectivement, on se retrouve avec des acteurs qui sont dans des phases de disjonction temporelle par rapport à ce que nous on porte. On réfléchit à l'horizon 2040, donc je comprends que ça puisse poser des questions. Il y a 12 000 questions qui se posent, on ne pourra pas toutes les traiter, mais on peut citer la question de que vont devenir les habitants qui vivent là, parce que si l'un des objectifs c'est de remoderniser la ville, peut-être que je n'ai pas les bons termes, mais en tout cas de refaire de l'urbain, au fond, les gens qui y vivent aujourd'hui et qui avaient les moyens de vivre dans cet habitat dégradé, est-ce qu'ils auront demain les moyens de vivre dans cet habitat? Attendez, je finis avec ma liste de questions et on va rentrer. Après, je voudrais qu'on aborde, parce qu'il y a trop de questions. Il y a cette question des habitants, il y a cette question de nos activités économiques. Est-ce que demain, vous avez évoqué la logistique du dernier kilomètre? Est-ce que demain, sur ces territoires, on va faire que, je mets des guillemets à ce que je dis, de la logistique du dernier kilomètre ou des activités directement liées au portuaire? Ça serait peut-être pas une mauvaise idée, mais en même temps, du coup, ça condamnerait d'autres activités. Concrètement, est-ce que demain, Durand, électricien ou plutôt entreprise du bâtiment, est-ce qu'il a sa place encore sur ce territoire-là? Et si oui, comment? Et si non, comment? Et puis ça, je vais vous donner quand même des cartouches. Apparemment, vous n'avez pas besoin d'elles, mais
Delphine évoquait il y a quelques minutes l'histoire des quartiers et évoquait l'empreinte historique des quartiers. Je suppose que c'est un hasard si le quartier des Fabriques s'appelle du coup le quartier des Fabriques. Peut-être rappeler que sur le périmètre d'Euromed 2, autant sur Euromed 1, on a travaillé avec lui déjà là et on a fait de la culture urbaine. Sur Euromed 2, on est sur un périmètre. Vous voyez la délimitation, on s'arrête Capitaine Gèze. Vous voyez, monsieur, vous n'êtes pas sur le périmètre d'Euromed. Vous êtes aux franges, on pourra parler des franges, des effets de franges sur l'opération. Mais pour faire court, sur le périmètre d'Euromed 2, il y avait 3000 habitants. Il y a toujours à peu près peu de groupes qui sont concentrés sur le noyau villageois des Crottes, que vous voyez ici. Euroméditerranée démarre les opérations sur les Crottes sans toucher au bâti. Donc, il n'y a pas besoin de toucher parce qu'il y a des bâtiments qui sont excessivement dégradés, comme ailleurs sur la ville de Marseille. Notre travail sur ce périmètre des Crottes, ça va être de travailler uniquement les espaces publics, de recréer des espaces publics qui soient accueillants, c'est-à-dire redonner de la place à une mobilité douce, désimperméabiliser les espaces, les problématiques d'eau, et sur ce périmètre-là, global, il y a un PPRI risque d'inondation très fort sur certains endroits qui rend inconstructible beaucoup de périmètres sur l'opération. Mais par exemple, sur les Crottes, on ne va rien toucher. Les gens qui sont là vont rester là. On va refaire les espaces publics, on va redonner des conditions, on va créer une place Moncada. On va essayer de recréer un lieu de vie qui a été perdu. On a conscience que pendant les opérations, il y a certains moments où on a eu des impacts sur les gens, etc. Quand vous avez de l'infrastructure lourde qui est tirée comme le tramway sur le périmètre, oui, ça crée des conditions de dégradation de l'activité économique. Ça se fait passer à l'intérieur. C'est une promesse. Elle est tenue en partie, des fois elle n'est pas complètement tenue, mais en tout cas, l'idée c'est quand même d'essayer au minimum de faire capacité à régénérer l'existant, à conserver la marque historique du quartier, donc effectivement les Fabriques, et je reviendrai sur l'activité productive après parce que c'est un des piliers du développement économique. Les gens qui connaissent le quartier, qui ont passé du temps, sont allés visiter ici Marseille. Ici Marseille, c'est un foncier, un bâtiment qui appartient à Euroméditerranée. Il y a 90 artisans qui travaillent à l'intérieur. Dans le plan guide de l'opération Euromed 2, on devait raser ce bâtiment pour y faire du logement. Il s'avère que l'opération, elle va être pérennisée. On est en train d'essayer de trouver les conditions, Floride est en train de travailler aux conditions de soutenabilité économique du projet. Mais on a 90 artisans qui travaillent sur ce bâtiment, qui créent du lien, qui créent de l'activité économique, qui créent du lien avec le quartier. Dans le plan de guide, il y a 15 ans de ça, on avait prévu de raser ce bâtiment pour y faire. Donc, activité économique, sur le périmètre d'Euromed 2, priorité donnée aux activités productives, capacité à rapatrier de l'activité artisanale sur le périmètre d'Euromed 2, et continuer aussi à produire du bureau, parce qu'il y a des besoins aussi d'activités liées au bureau. Et je crois que quand on attire le siège régional de RTE avec 550 salariés de 4 sites, 3 des quartiers sud de Marseille, 8e arrondissement, un autre site d'Aix-en-Provence, on réunit l'ensemble des salariés sur ce site qui se trouve boulevard Capitaine-Gèze. Les gens qui y passent ont certainement vu, c'est un siège régional stratégique du groupe RTE parce que c'est le centre de régulation 24/24 du réseau 410 volts national et qu'en même temps, on fait fermer le centre de dispatching de Lyon par cette opération. On fait venir 50 ingénieurs de Lyon sur le périmètre. On sait que ça, à terme, ça va créer des dynamiques économiques aussi parce que ces gens-là vont venir consommer tous les jours sur du commerce de proximité, etc. Donc je pense qu'on essaye d'équilibrer les conditions d'activité productive, mais aussi la capacité à tirer de l'économie de l'exogène de ce territoire qui est pauvre historiquement, et où on a besoin d'attirer de la richesse. Il faut d'abord attirer la richesse pour pouvoir après construire les conditions de la diffusion de cette richesse sur le territoire. Les salariés de RTE qui possèdent dans le 8e et qui se retrouvent à Capitaine-Gèze, ils ont réagi comment? Donc on a des sujets, ça aussi, on pense qu'on fait que du tabula rasa, qu'on fait que c'est des bâtiments. Le cœur de métier de Romaine, c'est l'espace public. Faire des espaces publics, faire des bâtiments publics, écoles. On va visiter l'école, je pense qu'elle est assez exemplaire. On va faire pour la ville de Marseille, devant Félix Piat, une piscine, la piscine Bougainville. Les marchés de travaux viennent d'être lancés, elle sera exemplaire pour tout un tas de sujets. Donc on amène aussi tout un tas de bâtiments publics, on recrée des conditions de vie là où il y a quand même des choses qui étaient délaissées depuis 20 ans, 30 ans. Et je vais venir vers vous, Laurent Médy, et vraiment avec des cours, mais du coup, j'allais dire ce frottement, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas cette rencontre
entre des salariés qui ne vivaient pas là, qui peut-être ne connaissaient pas les coins, sauf qu'ils connaissaient le coin parce qu'ils allumaient le soir le journal des 20h et qu'ils croyaient que c'était la guerre là-bas. Maintenant, ils y vivent. Alors, peut-être qu'ils découvrent, c'est pas complètement la guerre non plus, mais en même temps, ils découvrent un territoire. On ne parle pas des salariés qui sont là depuis des décennies, on ne parle pas des gens qui y vivent, on parle de salariés qui étaient dans le 8e à Marseille, je parle de RTE, c'est d'autres, qui vont bosser là-bas, qui arrivent dans ce territoire en pleine transformation, qui se frottent avec ce territoire qui bouge, avec cette population qui est présente. Vous avez quels échos, vous avez quel retour? Je suppose que c'est pas simple. Et comment on explique qu'il faut, vous inquiétez pas, dans 30 ans, ça ira bien? Alors, on va leur dire que c'est pas dans 30 ans, mais déjà, on espère que ça sera dès la fin de cette année, puisque le tramway arrivera au niveau de Capitaine Gèze à la fin de l'année, puis après continuera son cheminement à l'extrême nord. Et on pourra connecter quand même l'extrême sud de Marseille jusqu'à l'extrême nord par la même ligne de tram. Le fait de pouvoir avoir, à fin d'année, début d'année prochaine, un tramway qui va permettre de revenir ici sur la Joliette en 5 minutes, etc., ça va quand même sacrément reconnecter une partie qui est quand même complexe en termes de mobilité avec le cœur de ville du Cassin. Après, oui, c'est un risque, et pour le coup, on ne pose pas des gens et puis on s'en va. Corinne, avec ses équipes, elle est au contact d'RTE régulièrement, elle continue à les accompagner, on est là pour répondre à leurs sujets. On sait qu'il va y avoir des sujets, Après, vous avez pris un exemple de démarrage de la présentation, ici, la Joliette. Les gens qui connaissent Marseille et qui connaissent la Joliette savent ce qu'était la Joliette en 1995. Oui, ça prend du temps, mais la transformation, elle agit, et à un moment, on arrive à recréer des conditions. Après, on n'arrivera pas à l'optimum systématiquement, et il y aura des erreurs, et il y aura des choses qui fonctionneront, et d'autres qui ne fonctionneront pas en tâtonne. On prend de nos erreurs et le temps. Non, mais par contre, on pourrait passer un temps considérable à évoquer cette ligne de tramway qui va aller de l'hôpital Nord jusqu'à la Gaille, parce que pour le coup, dans l'histoire de cette ville, des ouvrages qui sont venus casser les frontières symboliques et réelles, il n'y en a pas eu tant que ça. Et franchement, j'ai jamais fait de la touche en tram, mais là, franchement, on pourrait l'appeler un tram nommé Désir, si je puis dire, Laurent. Donc vous êtes à la gare. En 2 mots, la gare, c'est quoi? C'est Euromed qui a présenté. En 2 mots. Essentiellement pour la ville et la métropole. Donc, on travaille pour Méditerranée, on travaille souvent pour Méditerranée, etc. Peut-être pour revenir sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, alors moi je n'ai évidemment pas parler du secteur d'Euro-Méditerranée, il se passe beaucoup de choses effectivement de l'autre côté, notamment dans cet espace qui s'étend de Capitaine Gèze, on peut remonter jusqu'à Somalicéon. Et on a une particularité quand même marseillaise sur ce secteur-là, sur la ville de Marseille quand même en général, il faut le dire. Je ne vais pas rentrer dans le jargonneux alimentaire, mais on a des zones UE, des zones dédiées à l'activité économique, au PLUI. Donc on peut faire que de l'activité économique, avec cette spécificité encore plus poussée à Marseille, c'est qu'on a des zones UEA, c'est-à-dire des zones dédiées à l'activité productive. En l'occurrence, c'est-à-dire qu'on ne peut faire en gros ou accueillir en gros que de l'industrie, de la logistique, de l'artisanat, etc. Donc la logistique, c'est de l'activité productive. Productive, tout à fait, on le met dans ce bloc-là. Voilà. Pour vous donner quelques chiffres, je pense que c'est vraiment une spécificité marseillaise, et j'en suis sûr, dans les grandes villes de France. À Marseille, on a 10% de l'espace urbanisé qui est dédié à l'économie. 10% de l'espace urbanisé, c'est 1000 hectares. Et sur ces 1000 hectares, il y en a en gros 500 hectares dans le quartier nord de Marseille. Pas du tout, il faut juste 300 mètres carrés. On a plusieurs pièces à Euro-Méditerranée, c'est un territoire assez composite, on va dire ça comme ça. On a une grosse pièce qui s'appelle Arnavant, je sais que c'était le nom historique de l'association de zone, qui fait en gros 200-250 hectares, sur lequel la GAN travaille depuis très très longtemps. Je pense que depuis les années 80, on trace des études sur Arnavant. Il représente à peu près 8 000 emplois, donc c'est beaucoup, entre 8 000 et 9 000 emplois selon les métrages. Autre territoire qui pour moi est très important et qui va être impacté par le tramway nord, c'est-à-dire l'extension après Gèze, dont on parlera peut-être, c'est tous les territoires de Faubourg
autour du boulevard de la Méditerranée, du boulevard des Italiens, de la rue de Lyon, etc., jusqu'à la ZAC des abattoirs. Et là, on a aussi une activité économique, mais en mixité fonctionnelle. Donc, on a de la mixité fonctionnelle qui a été créée au XIXe siècle. On a perdu un peu, mais Marseille générait de la mixité fonctionnelle, ce qu'on appelle les tissus de faubourg, qui ont souvent disparu dans beaucoup de grandes villes et qui existent encore aujourd'hui à Marseille, et peut-être on pourrait s'en inspirer. Bon. Et ensuite, on a, si on remonte vers le nord, ensuite boulevard du Littoral, Somaticéon, la ZFU, le pôle tertiaire d'André Roussin, et là on n'est plus dans le même monde, je dirais, des activités productives. La stratégie à l'époque de la création de la zone de Saint-André, c'était de réagir au niveau tertiaire et avant l'émergence des grandes opérations d'Euroméditerranée, de réagir par rapport à ce qui se passait à Aix. En gros, c'est d'offrir des Lille à Marseille. Et ces zones de mixité fonctionnelle dont vous parlez, vous avez compris qu'elles ont été amenées progressivement à disparaître, en tout cas à fortement se réduire, même si ici elles demeurent. Alors, la spécificité aussi sur ces territoires, au-delà de l'OIN d'Euromède 2, c'est que Arnavon est toujours là. Arnavon est toujours dédié dans les PLUI. Dans le PLUI de Marseille est toujours dédié à l'activité économique. On est sur un secteur qui a peu de vacances. On va parler du sujet de la densification, et ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, c'est un secteur, je vais plutôt parler d'occupation économique, et ce sont les grandes familles de l'occupation économique. On a le résidu de l'industrie agroalimentaire, de la grosse industrie, Arrigo, Panzani, etc. Et on a constaté, nous, dans les dernières études qu'on a fait, à partir des années 70-80, de plus en plus de BTP construction, de plus en plus de distribution, logistique, commerce de gros, etc., qui vont prendre la place de l'industrie qui commençait à disparaître petit à petit. C'est lié au port, je suppose. Et c'est ça aussi la caractéristique. Et qu'est-ce qui fait la permanence d'Arnavon? Moi, souvent on me pose la question, c'est pourquoi cette zone elle est toujours là? Elle est toujours là parce qu'elle sert, en fait. Elle sert à la fois, et c'était dit tout à l'heure, la proximité de l'emploi, d'une certaine manière. On est sur un tissu fourni de l'emploi peu ou pas qualifié, et autour on a de la demande d'emploi qui s'exprime, qui est peu ou pas qualifiée. Donc il y a une proximité, il y a une synergie, comme ça a été dit, en termes d'emploi. Il y a aussi une logique, et là c'est plutôt l'urbaniste qui va parler, il y a une logique de fonctionnalité, c'est-à-dire que ces espaces sont nécessaires au fonctionnement urbain. Quand je dis au fonctionnement urbain, je veux parler de la distribution de la ville, je veux parler de la rénovation de la ville, sa centrale à béton sur Arnavon, je ne sais pas comment ça se passe sur Méditerranée, un spécialiste, mais visiblement ça serait problématique si la centrale allait à Vitrolles ou à Berlétan, par exemple, ou pour ceux qui règlent le plus à Fos-sur-Mer, on a entendu beaucoup. Donc derrière, on a cette aussi d'espaces servants, comme on dit en urbanisme. C'est des espaces servants, c'est des activités servantes. Ça a été très bien dit tout à l'heure par les chefs d'entreprise, je trouve. C'est-à-dire qu'on a les marchés, ils sont là, ils sont à proximité. Et on n'est pas seulement sur les grosses entreprises. On peut avoir un tissu artisanal, l'artisanat du BTP, l'artisanat de la construction. Il est là. Enfin, il est sur Arnavon, il est autour d'Arnavon, il est dans le tissu de mixité de Faubourg. Et lui, il est nécessaire au fonctionnement de la ville. Et pour finir, et c'est un peu l'avantage de travailler dans une agence d'urbanisme, c'est qu'on peut avoir on peut raisonner à des échelles qui vont au-delà aussi. On parlait d'échelle métropolitaine tout à l'heure. C'est qu'on peut trouver des solutions foncières crédibles au-delà de Marseille pour tout ce tissu qui représente, comme je disais, 6 000 emplois, 300 hectares à Vitrolles, à Aix-en-Provence ou même à Berlétan. C'est vraiment se tromper ou se faire voiler la face, comme on dit, d'une certaine manière. Quand bien même... Il faut qu'on trouve du foncier sur... Exactement. Quand bien même on pourrait convaincre les salariés de se déplacer, etc., on pourrait assumer le coût en termes du déplacement, d'avoir des temps de trajet plus importants, etc., on ne trouvera pas le foncier. Et en plus, depuis, on est dans un contexte de ZAN, je ne vais pas rentrer dans le détail, voilà, limite d'artificialisation, etc., etc., même si on a une métropole qui reste, qui reste pilote sur les questions du développement économique, il est clair que certaines communes ne sont pas prêtes non plus à accueillir tout ce tissu, etc. Donc il y a plein de raisons, si vous voulez, je ne vais pas les développer toutes, mais qui font que ces espaces économiques, ces espaces dédiés aux activités productives, pour moi, elles me semblent
difficilement imaginables de les déplacer. Et là, on en vient à comment on fait. C'est un peu la question. Là, on a peu de foncier disponible, on en a un peu résiduellement. Donc là, on rentre dans le débat de l'intensification des zones productives. Et ça va être moins facile que sur Euromède 1, hein, désolé, parce qu'on rajoute quelque chose dans l'équation. En même temps, quand on se balade sur Euromède 2, qu'on passe sur les grandes artères, on en voit du foncier vide et disponible. Alors sur Euromède, je ne sais pas, hein, je ne connais pas tous les projets qui sont prévus, mais moi je parle au-delà d'Euromède 2. Hein, ça m'intéresse, parce que à mon avis, c'est vraiment ces espaces-là aujourd'hui, il n'y a pas l'OIN, pour l'instant, en tout cas, à ma connaissance. Et c'est ces espaces-là qu'il faut préserver. Et préserver, ça ne veut pas dire on ne pourra pas préserver si on ne fait rien. Alors, si on ne fait rien en termes de qualité urbaine, de fonctionnalité urbaine, mais aussi en termes de capacité d'accueil d'entreprises et d'emplois nouveaux. Et là, on rentre dans le débat, que lançait tout à l'heure Stéphane, sur les formes urbaines. Des formes qui permettent de faire de la logistique en étage, qui permettent de faire peut-être du local d'activité un peu plus densifié, sur du R+2, R+3, R+4. On rentre évidemment sur des sujets réglementaires, je ne vais pas les aborder ici, mais peut-être qu'il y aurait aussi des leviers réglementaires à activer, notamment dans la perspective de la révision du PMI de Marseille d'ici 5-6 ans. Donc là, il y a un vrai sujet. Et il y a tout le sujet d'aller chercher des poches foncières qui sont aujourd'hui un peu identifiées et sur lesquelles on n'a pas réellement de levier d'action. Il y a encore des poches foncières sur lesquelles on peut faire venir des entreprises. Mais quand je disais c'est une équation du renouvellement urbain qui sera plus compliquée, c'est qu'effectivement, là, on ne peut plus jouer sur la force centrifuge. Le renouvellement urbain, ce qui fait sa force dans tous les territoires, c'est qu'il y a quand même une force centrifuge qui fait que bon, il y a une partie des activités, on va les mettre un peu plus loin, et un peu plus loin, il y a de la capacité d'accueil. Et là, vous nous dites, ben non, il faut faire de la ville sur la ville, quoi. Il faut faire de la ville sur l'activité. Et de la ville sur l'activité. Alors concrètement, Stéphane, merci beaucoup, Laurent, pour ces précisions. Concrètement, Stéphane, ça veut dire quoi la réponse à la question que pose Laurent, au fond, comment on fait ça en 2 minutes sachant que vous avez commencé à y réfléchir en 1995, j'ai bien entendu, j'ai lu dans le propos. Non, pas vous, mais en tout cas l'établissement. Mais concrètement, comment on répond à ça? Et du coup, petit à petit, comment on arrive à la question que posait Jean-Paul Felduto, même si j'ai bien entendu, c'est important, que là où il est, c'est pas Euromède 2. On est dans ce qu'on appelle les franges d'Euromède 2. Donc dans cette partie dont nous parle Laurent, qui est un peu à l'extérieur, et en même temps, il faut assurer des continuités avec tout ça. On ne peut pas dire, ben là, je trace un trait, et puis ici, ça brille. Ainsi que quartier prioritaire de la ville, périmètre défini, opération d'intérêt national, périmètre défini. En juillet, a été décidé par l'État, en accord avec les collectivités, la capacité à étendre le périmètre d'intervention de l'établissement public au-delà de l'OIN. Donc on peut intervenir partout, maintenant, à la demande des collectivités, Marseille, métropole, etc. Et se posera à un moment la question d'Euromède 3 dans quelques années, certainement. Et il y a effectivement des effets de frange entre un endroit où on va produire des éléments de qualité architecturale ou de qualité d'espace public avec de la désimperméabilisation poussée, et puis d'un autre côté, activé ou activé, mais l'enjeu c'est aussi justement de montrer que petit à petit, en réactivant certains quartiers dégradés, il faut pousser le curseur et continuer à avancer. Donc il peut y avoir une cohérence d'aménagement demain entre ce qui est dans la marge verte qu'on a vue et puis ce qui est juste à l'extérieur de cette marge. Sur un certain nombre d'opérations, c'est en discussion entre les avancées de Marseille, l'État, le Méditerranée, mais on travaille déjà au franc en réalité. Après, comment on le fait? On le fait typiquement les armes à gants, je ne vais pas découvrir l'histoire, mais réfléchir à, c'est pas des opérateurs, mais réfléchir à la densification, à la façon dont on se réapproprie des espaces fonciers qui ont été produits dans les années 70-80 sans se poser la question de la contrainte foncière. C'est dans les tuyaux, c'est des travaux qu'on porte nous dans les équipes avec les urbanistes, donc tout ça. Et ces études urbaines, elles prennent du temps. On vient de dire, plan local d'urbanisme, prochaine révision 2029, et à influer sur les conditions du plan local d'urbanisme pour pouvoir redéfinir ces zones d'activité, etc. Et non, j'allais dire, en plus, votre action qui déjà s'inscrit dans un temps long, je suppose que quand on entre dans un tunnel d'élection, je suppose que ça ne raccourcit pas le temps.
C'est un autre sujet, ça ne n'empêche pas de travailler sur les études C'est un urbaines. sujet que vous n'avez pas posé vous, c'est un sujet que j'ai posé moi. Non, mais de fait, ce temps de la respiration démocratique, de fait, il freine à un moment donné la prise de décision. Au niveau technique, sur la protection de Une partie de la réflexion que posait Laurent il y a quelques instants, elle passe par ces questions de mixité fonctionnelle, tous ces aspects qui ont été évoqués, de densification, de mixité fonctionnelle, très concrètement. Jean-Paul Fabuto, il a son entreprise, oublions qu'elle est au Canet, qu'elle est aux Franges, qu'elle est dans ce qui nous réunit ce soir. Il a bien entendu qu'il y avait des activités économiques qui étaient plutôt prioritaires, et que si j'ai une activité urbaine, ou en tout cas, je ne sais pas comment dire, oui, une activité urbaine compatible avec l'urbain, j'ai plus de chances et je suis plus attractif pour un aménageur que si j'ai une activité plus traditionnelle. Et en même temps, moi je suis là, j'ai pas dit que vous l'avez dit, c'est l'interprétation que je fais pour l'instant. En même temps, lui il est là, ses salariés, c'est les habitants du coin, ils sont là, ils partiront pas. Et en tout cas, pas dans les 10 ans qui viennent, ils n'auront pas forcément les moyens, ni forcément l'envie. Et puis, ce qui était très bien dit par Laurent il y a quelques instants, il faut qu'on l'ait en tête. Pas beaucoup d'espace ici, il n'y en a pas beaucoup non plus à l'extérieur. Et comme les enjeux, c'est de garder aussi ce qui est vert, on ne va pas aller bétonner le massif du Garlavant pour aller construire des tours. Donc du coup, concrètement, lui et sa typologie d'entreprise, demain, comment il peut rester sur ce territoire-là, comment il peut se projeter sur ce territoire. Et lui, il n'a pas besoin de réponse. Enfin, il a besoin de réponse à 30 ans, mais il a aussi besoin de réponse à quelques mois. Et s'il dit, là j'ai gagné 3 marchés, il faut que je me développe maintenant, on lui dit, oui, effectivement, il y a du foncier disponible exactement là où vous êtes, mais il n'est pas exactement pour vous, et pas aujourd'hui, peut-être la maison. La question est longue, vous avez compris ça. C'est un sujet complexe que la ville pousse. En fait, l'histoire de la ville se transforme tout le temps. En réalité, au Méditerranée, c'est un phénomène de l'histoire de la ville de Marseille. Quand vous prenez le temps long et le travail des urbanistes qui travaillent pour nous, avec nous, dans nos équipes, et que vous regardez l'histoire du boulevard de Paris en 1826, parce que c'est ce qu'on fait, hein. On regarde les histoires des dynamiques du boulevard de Paris en 1826 jusqu'à maintenant. Alors, on est un épiphénomène, on est une transformation de la ville pousse. On a des injonctions contradictoires, on essaie de construire la ville dans tous ses composants, et on a aussi besoin de produire du logement. Le monsieur a besoin de loger aussi ses salariés. Et il y a un manque criant de logement à Marseille. On emporte une belle part à la fois sur du logement social et sur toute typologie de logement. Au Méditerranée ne peut pas répondre non plus à toutes les questions qui se posent sur la ville de Marseille. C'est jamais que 480 hectares d'opération, hein, donc c'est un tout petit nom. On l'a rappelé, il est quand même certainement immense. Ce que je peux dire, c'est que sur un sujet micro, en tout cas, ça se discute avec les équipes qui pilotent chez nous le développement économique. On est au contact des chefs d'entreprise, on les a. S'il s'avère que sur un périmètre, dans le cadre du plan guide, on sait qu'on va projeter dans 10 ou 15 ans quelque chose sur un foncier pour y faire du logement, pour y faire un bâtiment public, parce qu'il faut faire des écoles, parce qu'il faut faire des collèges, parce que on ne va pas venir un jour taper la veille du process, monsieur, il faut partir. C'est pas comme ça que ça se passe. On accompagne, on essaye de relocaliser avec les services du développement économique. Oui, ça arrive, parce qu'il y a d'autres dynamiques. On a un très bel exemple, c'est celui auquel vous pensez quand vous dites ce que vous êtes en train de dire. C'est un exemple qui a marqué certains Marseillais, parce que c'était une des entreprises de Marseille. Je pense à Athènes qui est obligé de quitter le territoire, précisément pour la raison que vous l'évoquez. Exactement. Ils ne pourront plus emmener leur camion là où il y a du tramway, quoi. Oui, Laurent. Je peux compléter effectivement, mais c'est totalement ce que vient de dire Stéphane, c'est qu'il y a urgence en gros à mettre en place une ingénierie de la construction, une ingénierie peut-être financière aussi sur les modèles économiques qui permettent de produire de l'immobilier d'entreprise avec une mixité fonctionnelle élargie. C'est-à-dire qu'on a quand même une vision de la mixité fonctionnelle ici, dans votre ville aussi, hein, où en gros c'est le bureau, le logement, le commerce, un peu d'équipage, et après le reste, c'est pas possible. Il y a des territoires, Paris par exemple, aux portes, où on fait de la logistique et du logement. Alors c'est sûr que derrière, il y a toute une ingénierie financière, il y a toute une ingénierie foncière et aussi une ingénierie de la construction. On
qualité d'usage, pour limiter l'impact du bruit, tout un aménagement qui intègre tout ça. Voilà. Et je pense que ça va être compliqué, effectivement, de garder ces activités nécessaires au fonctionnement urbain si on ne commence pas déjà à aller à ça. On va donner la parole à Delphine pour peut-être une première partie de propos, puis on reviendra tout à l'heure. C'était le propos de Laurent, on expérimente, c'est compliqué, on tâtonne. Typiquement, il y a une opération qui va être lancée là, sur laquelle on va porter ce qu'on appelle du DRS, ARS solidaire, à activité. Avec le principe de créer un bâtiment sur lequel il va y avoir à la fois sous socle activité artisanale ou autre, et du logement au-dessus. Et ce que vient de dire Laurent, c'est que selon la typologie d'activité artisanale que vous allez mettre en socle de logement, vous avez des contraintes et des nuisances qui sont à prendre en compte. Qu'est-ce qu'il faut produire comme typologie de bâtiment pour pouvoir gérer ces contraintes, etc. Donc ça, c'est des modèles qui sont en train d'être expérimentés, qu'on va regarder, qu'on regarde avec une partie de la gouvernance de l'établissement. Si ça fonctionne, ça sera démultiplié, mais il faut d'abord tester avant de déployer, parce que ça engage des coûts financiers, humains, temporels excessivement importants, il ne faut pas se tromper. Merci Stéphane, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, que je me dis que ceux qui sont pas venus ce soir ont raté un truc. En tout cas, merci beaucoup Stéphane, merci beaucoup Laurent. On va vous applaudir tout à l'heure. Questions, mais qui sont un peu aussi les questions qui s'adressent à tout le monde. Il y a une question que je me pose tout le temps quand je travaille sur Marseille et quand je vois les logements, comment vous avez anticipé un peu le risque que ces copropriétés ne deviennent pas des qualités bis? Comment vous avez envisagé une réflexion autour de la rente foncière? C'est-à-dire que quand on achète un appartement dans les quartiers sud, on arrive à faire une plus-value. Quand on achète un appartement dans les quartiers nord, très vite, tout perd de la valeur. Tout perd de la valeur, les services n'arrivent plus à gérer, l'activité a du mal à s'y installer. Donc, comment on anticipe pas refaire dans 20 ans et se retrouver face à des énormes bâtiments de logement dans lesquels, en fait, ont perdu leur valeur, dans lesquels les gens vivent de façon très difficile. La deuxième chose, et ça, vous avez eu des études faites sur Belzins il y a quelques années, le poumon de cette ville, c'est l'économie populaire. Moi, je l'appelle populaire. Je ne dis pas ni informel, ni illégal, d'accord? C'est de l'économie populaire qui va, et de l'artisanat, la mécanique, etc. Il y a plein de mécaniques à Marseille. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une économie populaire à réintégrer dans les quartiers qui permettent effectivement d'avoir... Moi, ce qui me choque quand je travaille sur la logistique marseillaise, c'est le gruyère. C'est-à-dire qu'on est face à un gruyère qui va jusque dans les quartiers nord. Se sont installés des entrepôts où il y a très peu de liens, en fait, avec la population, de grandes difficultés pour les atteindre, pour venir y travailler. En plus, ce sont des entrepôts très anonymisés, jusqu'à 1068, qui est maintenant le quartier avec les containers sur les grossistes. Et donc, en fait, on a une espèce de ville entrepôt, jusqu'au data center, une ville entrepôt qui s'ouvre. Le problème de la logistique, c'est qu'elle ne remplace pas les 200 000 personnes qui sont restées sur le carreau il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, ça veut dire que c'est une activité qui ne produit pas de l'emploi qualifié exactement de la même façon. Et donc, ça, c'est les deux questions. Après, je reviendrai sur des choses après, mais ça, c'est deux questions. C'est comment vous gérez ces deux questions-là? Et est-ce que vous avez imaginé, et tout ça, est-ce qu'on a imaginé un espèce d'observatoire en acte, dès maintenant, qui vit là? Qu'est-ce qu'ils font comme travail? Quelles activités? Est-ce que ce sont des familles? Est-ce qu'on va se retrouver comme la ville de 50 ans en Ubli, je crois, une ville, où les gens viennent travailler tous les jours et ne vivent pas là? Voilà. Qu'est-ce qui commute? Voilà. Qu'est-ce qui vit dans les quartiers, qui est citoyen du quartier, qui a envie que le quartier soit investi? Ça, c'est des questions qui me paraissent importantes, c'est d'avoir un observatoire continu, une réflexion sur les populations qui vivent, pas uniquement des gens qui vivent, des entreprises, les entreprises et les populations. Comment elles se projettent, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait de ces économies? Et plus, pourquoi on appelait plus à Marseille? Il n'y a peut-être pas la réponse à la question, mais il y a la réponse à comment vous prenez en compte ces questions-là. C'est éminemment complexe, et s'engager collectivement. Métropole, État, l'Euroméditerranée,
ça, et justement un observatoire structuré avec l'AGAM, avec les partenaires, suivre les dynamiques de loyer, suivre les dynamiques d'accession, primo-accédant, revente, etc. On est en train de regarder tout ça et de le faire petit à petit sur l'ensemble du périmètre de la ville. Voilà, on essaie déjà de mesurer, parce qu'en fait, on ne mesurait pas jusqu'à maintenant. Avoir la capacité de mesurer et s'apercevoir rapidement qu'il y a un changement dynamique ou une dynamique qui se dégrade, c'est déjà un premier signal. Donc oui, observatoire sur ce sujet, notamment. Le deuxième sujet, les activités informelles, collectives, etc. Il reste informel. C'est des sujets compliqués. En tout cas, on a un vrai sujet de pouvoir réintégrer des conditions de travail dans des règles aussi. Il y a un sujet d'accompagnement. On peut parler des BIFIN, on travaille avec la ville de Marseille typiquement sur le sujet des BIFIN sur la partie nord. C'est long, c'est très long. Donc on ne peut pas travailler avec un lieu d'atterrissage des BIFIN, avec des conditions de travail qui soient aussi respectueuses des contraintes sanitaires, de sécurité, etc. C'est un travail aussi qui doit être porté à la fois par les collectivités. On y apporte notre pierre, on reste aménageur, on pousse les feux de la capacité d'aménageur parce qu'on a la chance d'avoir aussi des financements dédiés dans un protocole qui embarque les partenaires. Quelque part, il y a certains moments où on va au-delà de ce qu'on devrait faire en tant qu'aménageur pour faire de l'espace public et puis livrer des fonciers pour y faire des bâtiments ou des écoles, etc. Donc c'est des sujets qui sont en cours, qui sont travaillés. Je parle sous le contrôle de M. Cochet, les BIFIN, c'est un vrai sujet pour nous. On essaye de les accompagner. Ils ont été repoussés historiquement. On essaye de les faire atterrir dans un endroit dédié. Ça prendra du temps parce que c'est tout pareil. Si vous devez faire ça dans un grand bâtiment, il y a des contraintes économiques à prendre en compte. C'est à certains moments la collectivité avec l'État, avec le rôle déterminé, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de modèle économique en réalité. Et on a la contrainte quand même de pouvoir accompagner ces gens-là pour qu'ils puissent continuer à avoir cette économie de subsistance. Parce que sinon, on va les perdre et on va les trouver sous d'autres contraintes de mes usages ailleurs. Mais c'est des process qui sont complexes malgré tout et qui ne touchent pas que Marseille pour le coup. Marseille a quand même un focus particulier, mais c'est le cas dans plein de villes de France et voire ailleurs dans l'Europe. Donc c'est des contraintes qui se posent vraiment partout, et pour le coup, on essaie de regarder un peu ce qui se fait d'intelligent ailleurs. On n'est pas auto-centré, on essaie d'aller, je vais parler avec un mot provençal, benchmarker un certain nombre d'opérateurs ailleurs, national ou en Europe, pour regarder parce qu'il y a des expérimentations qui fonctionnent, et on essaie de les ramener sur le périmètre marseillais avec les spécificités marseillaises. Merci. Delphine, vous voulez rajouter quelque chose à apporter un complément ou vous gardez pour tout à l'heure? Je garde pour tout à l'heure. Non, je trouve que cet observatoire, je pense que en tout cas les anthropologues et les sociologues d'Aix-Marseille Université seraient assez curieux de voir comment il a été conçu pour réfléchir sur les trajectoires de ces populations. Je pense que c'est absolument essentiel. On ne peut pas faire table rase. Marseille a une population au chômage très important, une population peu qualifiée qui est très importante, une population marginalisée aux marges du salariat, de l'emploi qui est très important. Donc on ne peut pas faire une ville, on ne peut pas se projeter dans une ville en imaginant qu'on n'a plus ses citoyens. Et donc c'est ça qui est intéressant de prendre le terme d'économie populaire, et je suis d'autant plus à l'aise avec ça que c'est un terme qu'on peut faire du benchmarking justement, y compris dans les pays dans lesquels les fonctions de recyclage, par exemple, ne sont pas des fonctions qui sont mal vues. Vous avez toute une série de... Voilà. Et donc ça, c'est intéressant de voir comment ça peut se réintégrer. Dernier point, en économie circulaire, l'Euroméditerranée a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour mettre en place sur ses fonciers et sur ses bâtiments grâce à charge une plateforme de réusage des matériaux dans le monde de la construction ou de la rénovation, où on embarque la SPEL, la Société publique des écoles de Marseille, la Société publique locale d'aménagement international qui refait le centre-ville, et sur lequel on va mettre un certain nombre d'opérateurs qui sont en train de se regrouper pour pouvoir mettre en place de l'économie circulaire. Elle a dû partir qui est en charge des sujets chez nous, emploi, formation, clause d'insertion. On a énormément de clauses d'insertion sur le périmètre Euroméditerranée porté. Est en train de travailler à l'économie circulaire et à mettre en place des formations. On est présent dans un bâtiment qui s'appelle le bâtiment Fronton sur la rue Lyon, qui est opéré par un partenaire associatif,
sur lequel on fait des formations sur l'économie circulaire, des produits électroniques, etc., et des partenaires pour accompagner les gens vers qui sont des métiers demain dont on a besoin. Donc voilà, plateforme de formation, etc. On essaye petit à petit de mettre les choses en place. Merci beaucoup. Et il me semble qu'il y a un autre sujet, on ne peut pas l'aborder, mais quand on a quand même une cité internationale qui s'installe ici, quand on a la plateforme qui s'installe ici, ça c'est des réponses aussi éducatives aux questions que vous posez Delphine, parce que du coup, faire bouger la population avec ce qui se passe sur le plan urbain, c'est aussi permettre à la population de s'élever sur le plan de l'éducation, et du coup, cette question-là, elle sera sûrement à prendre en compte aussi. On a un bout de la réponse à la question que posait Jean-Paul Fabuto, l'autre bout de la réponse à la question, donc Corinne, qui va vous aider quand tu vas boire l'apéro tout à l'heure avec toi. Merci infiniment Laurent, merci beaucoup Stéphane de vos interventions. Franchement, on ne peut pas refaire la même demain soir et poursuivre. Vraiment merci beaucoup, c'était très enrichissant et c'est le début de quelque chose plus que l'aboutissement d'un truc. J'avais dit qu'on démarrait par un témoignage, on allait finir par deux témoignages. Et donc je vous propose, c'est la diapo suivante, d'accueillir tout de suite Anne-Laure Saint-Giron des alchimistes, qui va venir nous rejoindre. Et je vous invite à accueillir Florence Guilbert, qui est responsable des affaires publiques à Sonergia, à venir nous rejoindre. De deux entreprises qui sont implantées sur les quartiers nord, je vais dire territoire nord, sur les quartiers nord de Marseille. Vous êtes toutes les deux adhérentes. Deux entreprises sont adhérentes à Marseille dans le développement. Sonergia, c'est quoi? Sonergia, c'est un financeur de la transition énergétique. On fait un métier formidable, on donne de l'argent. Tous les jours, moi, je donne de l'argent et à tel point qu'on a déjà financé 100 000 clients et qu'on a déjà donné 350 millions d'euros. Alors bien sûr, on ne donne pas à n'importe comment, on ne donne pas à n'importe qui. Si je peux écouter la française des jeux. Non, c'est légal. Non, mais concrètement, on s'appuie sur un dispositif très encadré, celui des certificats d'économie d'énergie, ESG. Quand vous dites dès lors qu'il y a possibilité de faire des économies d'énergie, mais je suppose qu'il y a la possibilité chez tout. C'est extrêmement fréquent. La difficulté, c'est que les gens ne le savent pas. Le dispositif est assez peu connu. Donc, franchement, nous pouvons vous aider à acheter par le ministère de l'écologie. Et aujourd'hui, Sonergia, c'est combien de salariés? 45. Ils sont tous implantés ici à Marseille. Très majoritairement, on va dire 100, plus d'un du sac à Marseille. On a des ingénieurs d'affaires dans les territoires et puis un petit groupe d'individus à Paris aussi pour être amené à l'oreille du ministère. D'accord. Et vous êtes implanté depuis 2009, vous êtes implanté dans les quartiers nord. Tenez à rester là-bas. Revenir tout à l'heure. Voilà, je ne le dis pas. Et comme ça, on donne le micro à Anne-Laure Saint-Giron, qui est cofondatrice et associée aujourd'hui des alchimistes. C'est ça. Nous, normalement, on ne distribue pas de l'argent. On fait payer les gens pour nos services. D'ailleurs, Sonergia, c'est notre client. On travaille beaucoup avec nos voisins. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on collecte des déchets alimentaires pour produire du compost en but de régénérer les sols agricoles. Donc, on est une entreprise, on a une entreprise ESUS, donc on est une entreprise d'utilité sociale et solidaire. Et on en fait partie de nos salariés en parcours. On travaille avec de nombreux partenaires et voisins des quartiers nord. Justement, on travaille sur des programmes d'insertion et ensuite, à la fin de la parcours, on emploie notamment nos collecteurs et nos agents sur site. C'est combien de salariés? Aujourd'hui, à Marseille, on est 30 salariés et au niveau du réseau alchimiste, on est 250. Vous avez créé les alchimistes Marseille ou vous avez créé le réseau? Non, moi j'ai créé des ressources. Et les métiers qu'il y a dans votre boîte, c'est quoi les métiers? Alors, donc nous, on a principalement dans notre cœur de métier, c'est un truc de collecter des déchets alimentaires. Donc, on va avoir des chauffeurs. Aujourd'hui, on forme aussi nos chauffeurs pour devenir chauffeurs pro, et puis également d'autres métiers de l'industrie, de la logistique, des métiers de carré. Et on a également des agents sur place. Donc, on a une plateforme de massification dans les quartiers nord, donc on va la basiser aux Égalades. C'est quoi une plateforme de massification? Ah oui, alors la plateforme de massification, c'est qu'en fait, on réceptionne des déchets
alimentaires avant de les envoyer sur des plateformes de compostage. Donc on réceptionne la matière et en fait, comme on a à cœur de pouvoir créer du compost pour régénérer les sols, on a des agents qui travaillent sur des chaînes pour enlever les erreurs de tri. Vous êtes vous, alors vous avez une histoire particulière avec le remède, on y reviendra tout à l'heure, mais vous êtes implanté où Nous, et vous avez un grand espace, vous occupez un grand espace. oui, on a un entrepôt de... C'est quoi l'histoire de Sonergia ou des fondateurs de Sonergia ou c'est quoi l'histoire de Sonergia qui fait que vous êtes installé là et que vous avez envie d'y rester? C'est l'histoire d'un homme et d'une femme. Je voudrais malheureusement qu'il ne soit pas là ce soir parce que je pense qu'il aurait pu en parler bien avec moi. Et finalement, d'un point de vue complètement logistique, un homme qui habite à Saint-Charin, une femme qui habite à Roussé, ils se sont dit, bon, c'est relativement équidistant finalement, le quartier nord de Marseille. On ne va pas trop ni perdre ni gagner l'autre. Alors, c'est là, honnêtement, c'est l'une des raisons. La deuxième, on en a déjà parlé, il faut être honnête, c'est la zone franche-urbaine. Il fallait aussi, dans un lancement d'activité il y a une quinzaine d'années, des modalités d'accompagnement fiscal. C'était donc le cas pour le nord de Marseille. Et puis le dernier point, et qui est resté dans notre ADN, puisque nous sommes une société à mission, on pourra y revenir aussi sur notre ancrage territorial, c'est cette idée d'apporter de la valeur dans les quartiers qui ont eu besoin. Notre présidente, à l'heure actuelle, qui n'a pas pu être là ce soir, est issue de milieux très défavorisés. Comme elle le dit elle-même, elle a dû se battre, quasiment 150 personnes. On a cette particularité d'être basé dans les quartiers nord de Marseille, mais quand on regarde un peu qui sont nos concurrents sont boulevard Haussmann, sont à la Défense et sont dans la tour Montparnasse. Et ça force le respect, quelque part, un peu aussi. Et donc, moi je dis chapeau à notre président qui n'est pas là ce soir. Et oui, le fait d'apporter de la valeur là où on en a besoin, c'est quelque chose qui a vraiment toujours tiré Sonergia dans ses décisions et pour les. Mais ça veut dire que vous recrutez sur place ou finalement chez vous il y a que des cadres sud qui viennent d'ailleurs? Je ne vais pas vous mentir, je dirais qu'il y a les deux. Il y a une main-d'œuvre qui est directement amenée par les quartiers nord, mais pas que, en effet. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément beaucoup entendu ce soir. Les quartiers nord, c'est un positionnement qui est forcément extrêmement stratégique entre Marseille et Aix-en-Provence, qui est plus largement tout ce qui est au-dessus de Marseille. Et donc, on a la chance finalement d'initier des talents à la fois de Marseille, mais également de Aix, et puis aussi, bien sûr, de toute une partie de salariés qui sont issus du 14e, du 15e, qui peuvent venir à Chicago. Et vos salariés sont heureux à Sonergia? Je vais leur demander. Mais, non, oui, vraisemblablement, on n'a pas un turnover trop important et des conditions. Il y a quelque chose aussi qui a fait la décision, c'est la question de l'espace, qui a été mentionnée tout à l'heure. On a la possibilité, en effet, d'avoir des locaux qui sont extrêmement confortables, d'avoir des parkings qui sont aussi en nombre suffisant pour l'ensemble de nos salariés, même des parkings avec des bornes de recharge derrière. C'est sûr qu'il n'y a pas, on y a dans la mais on trouve quand même un tas de choses. Vous y trouvez aussi des possibilités de coopération au sein de Marseilla avec d'autres acteurs du territoire. Vous êtes un peu investi sur autour. Oui, je vous dis, ça fait partie de notre ADN. Société à mission, c'est quelque chose qui n'est pas un vain mot. Pour nous, l'engagement territorial, l'engagement local en fait également partie. On est engagé dans Marseille depuis plusieurs années désormais. J'ai rejoint le bureau cette année en tant que secrétaire aussi, donc on est s'inscrit dans cette démarche-là. On essaye, autant que faire se peut, de faire travailler les voisins du territoire, les alchimistes. Je ne sais pas si les est dans la salle, on a un autre sujet déchet avec eux. Et puis on s'engage aussi envers les jeunes du territoire, avec des opérations de mentorat, également. Je vous dis, il y a vraiment cet ADN qui est ancré en nous de se dire qu'à un moment, on a des fondateurs, notamment notre président, qui n'a pas forcément eu la chance d'être accompagné étant plus jeune et qui veut véritablement qu'on puisse transmettre et ça s'inspire quelque part au travers des ports de Sonergia. Non, quand on a échangé au téléphone, vous m'avez dit quelque chose de très très beau, mais peut-être que vous n'êtes pas rendu compte, comme vous l'avez dit. Mais quand on a parlé des quartiers nord, votre première réaction, ça a été de parler de sensation. C'est quoi pour vous en termes de sensation? Non, mais je ne voudrais pas abîmer ce que vous avez dit, peu importe si vous le dites différemment ce soir, mais en tout cas, quand on a évoqué les quartiers nord, d'abord vous avez dit c'est des sensations. C'est de la dynamique, c'est du bruit, c'est du mouvement, vous avez évoqué tout ça. Oui, c'est vrai. Moi, quand on rejoint les quartiers nord tous
les jours, j'habite dans les quartiers sud et je le fais en vélo. Et donc du coup, le premier idée qui me vient, c'est vraiment des sensations, ce soit donc c'est le bruit, c'est les trous, donc c'est les vibrations, c'est vraiment, je sais que je suis dans les quartiers physiquement. Donc ça bouillonne aussi, c'est le bruit, c'est les gens, c'est ce bouillonnement que moi aussi j'aime beaucoup et qui fait que ça crée de l'attachement à ce quartier. On va aborder la question de remède avec vous dans quelques instants, mais vous m'avez dit autre chose, vous m'avez dit qu'on y trouve aussi beaucoup de solidarité. Alors, quand on dit solidarité, pas forcément que en termes de notion d'aide, mais en tout cas en termes de coopération, mais vous m'avez dit je trouve ça sur ce territoire-là. Oui, c'est vrai que donc, nous, c'est plutôt un territoire qui nous a choisi, on y reviendra tout à l'heure, et aujourd'hui on a choisi d'y rester en revanche, parce que justement, moi je trouve qu'on expérimente de la solidarité tous les jours, que ce soit avec nos voisins qui peuvent être les restaurateurs, mais aussi dans la rue. Quand on fait du vélo, on est beaucoup au contact de ce qui se passe autour de nous. On n'est pas dans sa voiture, on voit ce qui se passe avec les habitants, que ce soit aussi entre les entreprises, tous les programmes que nous aussi on peut accompagner avec les UHCIs, des programmes d'égalité en stage. Je trouve qu'il y a une sorte aussi d'appartenance, d'appartenance, je ne sais pas si c'est aussi créé autour de l'adversité, mais je me dis qu'il y a peut-être aussi un petit peu de ça, d'appartenance à ces quartiers-là, une sorte de fierté aussi, d'y développer une activité économique, de faire travailler avec les gens de ces quartiers qui ont quand même parfois pas très bonne réputation et qui, quand on ne connaît pas, je pense que font peur aussi. Peuvent faire peur, on voit très bien des réflexions qu'on peut avoir tous les jours. Et du coup, je trouve que cette solidarité, ça fait que ça crée, en tout cas moi chez moi, ça a créé un fort attachement. En tout cas, ces quartiers d'économie populaire sont des quartiers dynamiques et vivants. Vous disiez que vous avez une histoire un peu particulière avec Euromède et avec Euromède 2. J'évoquais tout à l'heure la situation d'une entreprise qui avait connu le bruit et la poussière d'Euromède 2 avant d'être à la Rosier, là où vous êtes aujourd'hui. Vous êtes passé par les fabriques. Tout à fait. C'est quoi l'histoire de votre progression vers le devant et votre lien avec Euromède? On était donc, tout au début de notre développement et à la création des alchimistes, donc on cherchait des locaux et on a eu la chance de bénéficier d'un programme d'Euro-Méditerranée qui s'appelait le MOUF, je ne sais pas d'ailleurs si ça continue à exister, qui en fait accompagne des entreprises de l'économie sociale et solidaire dont on fait partie. Et donc, par ce programme, en fait, on a pu bénéficier à titre quasi gracieux de pouvoir occuper un entrepôt qui était un garage, en fait, impasse du pétrole au Crotte. On avait quand même une magnifique adresse. Voilà. On était au bout. Aujourd'hui, on est la fabrique. Aujourd'hui, je crois qu'on n'existe plus. On a vécu aussi ce moment où les murs vibraient parce que nos voisins se faisaient détruire. Nous, on avait un peu l'impression d'être des Gaulois parce qu'on s'est retrouvés le jour où on a dû rendre le garage. On était tout seul. Il y avait plus grand chose autour de nous. Donc ça, c'était assez incroyable de vivre quand on parle de mutation et de changement. Nous, on a vécu, on voyait en fait, les immeubles se construire, la ligne de vue qui changeait, pas quotidiennement, mais quasiment. Et accessoirement, ça nous a aussi permis en fait d'exister, de nous développer parce que ça nous a permis de payer notre salaire, de payer notre loyer. Aujourd'hui, on paye un vrai loyer, c'est beaucoup moins marrant. Voilà, donc c'était aujourd'hui quand on repasse dans ce quartier, c'est assez étonnant de voir justement la mutation, le changement. Quand on a échangé ensemble, et je vous voyais acquiescer tout à l'heure, quand je vous ai dit pour vous, s'il y a une inquiétude, en tout cas s'il y a un sujet de préoccupation, spontanément, vous m'avez dit les habitants, de façon plus détaillée, plus approfondie que ça, avec peut-être plus de questions que de réponses, mais en tout cas votre réflexion, c'est vos salariés, c'est les gens qui vivent autour de vous, et les gens au milieu desquels vous vivez. C'est ça votre préoccupation, et vous vous dites qu'est-ce qui va se passer pour eux? Je ne suis pas sociologue, en effet, donc je n'aurai pas beaucoup de réponses à apporter, mais en fait, moi ça me questionne, et peut-être qu'il y a une crainte aussi par rapport à ce que vous disiez, ça rejoint un peu ce que vous disiez. Qui va habiter là? C'est la question que moi je me pose. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit que c'est très occupé par le travail,
en termes d'habitation. J'ai aussi connu la Joliette. J'ai travaillé au début, il y a 10 ans, en arrivant à la Joliette. C'est vrai que la Joliette de jour et la Joliette de nuit, c'est pas pareil. Qu'est-ce que ça va être demain? Comment on va attirer les habitants dans ces quartiers-là? Comment on va faire briller ces quartiers-là autre que par le travail? Parce que c'est déjà bien. Mais si on veut que les gens veulent venir y habiter, moi je trouve aussi hyper important, c'est aussi de faire briller les quartiers nord par aussi toutes les autres des initiatives qui soient un peu hors entreprise. Quand je pense à la Cité des Arts de la Rue, c'est ce qui peut faire venir des gens des quartiers sud dans les quartiers nord le week-end pour aller voir une expo, aller visiter la cascade des Égalades. Et voilà, je pense que c'est aussi ça qui va permettre d'attirer des gens pour vivre en fait dans ce quartier une fois qu'on a fini de travailler. De préserver et de développer de l'activité culturelle qui permet... Ouais. Et voilà, et d'attirer le sud vers le genre au-delà du travail. Laurence, vous trouvez quoi, vous trouvez quoi aujourd'hui dans les quartiers nord? Vous l'avez un peu dit, mais vous n'y trouvez pas quoi? Quand on parle de Romaine 2, quand on parle de tout ça, votre fenêtre à Sonergia, vous le vivez comment? Vous le percevez comment? Ou vos équipes vont rendre quoi? Le premier sujet qui ressort, c'est celui de la mobilité. Et Marseille a fait un gros travail sur le sujet. Tout à l'heure, quand on parlait de l'arrivée du tram, mes collègues qui sont présents dans la salle me disent « chouette, on va pouvoir aller manger ». Il faut quand même se rappeler que notre lieu de travail, c'est l'endroit où on passe le plus de temps éveillé dans notre semaine, normalement. Et donc, quand on ne se retrouve pas dans son environnement où on passe le plus de temps en air, des marqueurs sociaux qui nous reviennent, ça peut devenir extrêmement compliqué. Ce matin, je suis allée en bus. Et si, je suis arrivée en bus, dans le quartier de Genèse, et puis après le 38, direction mal passée. Et en fait, il y a quelque chose qui m'avait jamais frappé jusqu'à maintenant, mais comme je savais que ce soir, je devais préparer cette intervention, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je trouve, qu'est-ce que je ne trouve pas. Et en fait, je ne m'étais jamais rendu compte. Et là, c'est pas une question de remède de 3, 4, 12, parce qu'on sera peut-être dans 3 et encore. Donc ça, c'est sûr. Il y a des élections municipales qui vont arriver. C'est aussi le moment, en général, d'embellir un peu un certain nombre de choses. Et un truc tout bête, vous descendez du bus, vous n'avez pas de passage piéton. Vous êtes boulevard des Bussards, vous sortez du bus 38, vous voulez traverser pour aller dans votre société. Voilà, c'est quelque chose de vraiment très bête, pour le coup, mais en termes de sécurité, en termes de désirabilité, le mot est forcément trop fort, mais en tout cas de facilité pour le piéton par ces quartiers, je pense qu'on sait tous, ils n'ont pas été pensés pour les piétons. Ils n'ont pas été comme auxquels on est quartiers. Et pour le coup, là, quand on parle de passage piéton, ça peut être à sourire, de pistes cyclables. Et on est sur des questions de marquage au sol, avant tout, et de lumière en effet. De se préoccuper du passage piéton et des 3 bandes blanches, sauf que ça repose la question qui a été évoquée tout à l'heure, qui est aussi celle de la question de la mixité d'usage. On est dans un lieu où certes il y a des camions qui passent pour décharger, certes il y a des entrepôts, mais il y a des gens qui y vivent, mais il y a des gens qui bossent. Et il y a toute cette mixité d'usage qui est peut-être encore plus forte aujourd'hui et demain que ce qu'elle ne l'a été jusqu'à présent. À un moment donné, les réponses, ça passe par, X milliers d'hectares d'espace vert, mais aussi du logement, mais aussi du panneau, du lampadaire. Bon. Donc la question, elle n'est pas, me semble-t-il, elle n'est pas que fortuite. Delphine. Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie, c'est absolument passionnant et juste pour que vous compreniez, moi j'observe de la grosse recherche qu'on a fait sur la logistique. On l'a fait aussi bien au Chili, en Bolivie, qu'à Marseille, qu'à Naples, en Irlande, qu'à Tanger. Ce qu'on observe dans cette révolution logistique qui est en œuvre, avec des transformations de mobilité dans une ville comme Marseille qui a des points communs avec des villes d'Amérique latine ou de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire que, on va dire, les gens de niveau, on va dire, du quartier nord ne sont pas sortis de Marseille. Moi, je suis banlieusarde de la région parisienne, je trouve ça détestable, cette espèce de façon de nommer la banlieue, comme si c'était un endroit extrêmement dangereux. Les quartiers nord sont vécus de cette même façon. La seule chose qu'on dit, c'est que, oui, mais ils sont dans la ville de Marseille, d'accord. Mais on a quand même, donc je repose cette question, on a quand même une population existante. Qu'est-ce qu'on fait avec cette population qui existe, qui vit là,
qui a des conditions de vie qui sont difficiles, qui sont parfois éloignés de l'emploi, avec des questions de pauvreté et des questions en plus de bas salaire. Donc on ne peut pas faire une ville, se projeter dans le futur sans y embarquer tout le monde. Ça, c'est ma première question. Le moteur de la rente foncière, moi, je trouve qu'il faut revenir là-dessus. Il y a vraiment quelque chose de très important autour du fait que mon logement ne va pas perdre de la valeur. Et que donc, à partir du moment où il ne perd pas de la valeur, je lui en donne. Je le choisis. C'est comme si on devient Barcelone avec une ville Airbnb, on n'a plus des citoyens, on a des gens de passage. Donc la poubelle, si elle n'a pas été bien remise, on s'en fout. L'important, c'est ça, c'est de pouvoir rechoyer les gens. Ce que vous venez de dire toutes les deux à la fin sur la signalétique, sur les poubelles, sur les ascenseurs, sur les structures urbaines, qui montrent en fait le respect qu'on a envers les citoyens qui vivent dans ces quartiers, est très important. L'autre point, j'espère qu'on ne reste pas aveugle et sourd, c'est-à-dire qu'on ne va pas refabriquer de la vie précaire. C'est-à-dire quels sont les moyens qu'on se donne. Enfin, je trouve que ça, c'est vraiment une question intéressante qu'il faut s'approprier autant les uns que les autres pour vraiment avoir une observation continue de la population qui vit, qui travaille. Je trouve que c'est très important. L'autre chose, c'est la logique d'empilement. Alors moi, j'appelle ça gruyère tantôt, empilement, frontière. Frontière parce que j'ai travaillé sur la frontière Mexique-États-Unis, mais j'ai travaillé sur d'autres frontières. L'économie capitaliste adore les différentiels frontaliers parce qu'ils rapportent beaucoup d'argent. Donc il faut savoir pourquoi on maintient des frontières. Si on maintient des frontières dans une ville, si on ne crée pas de l'espace lisse, ça veut dire que ça nous rapporte quelque chose de pouvoir avoir des gens qui vivent à des conditions, on va dire, qui sont moins bonnes d'un côté, qui vont venir travailler et qui vont repartir vivre dans les quartiers, dans ces quartiers-là. Donc c'est important de repenser qu'est-ce qu'on veut ou pas comme frontière dans la ville. Je pense que ça, c'est vraiment un point essentiel de réfléchir là-dessus pour permettre notamment à des entreprises de se dire si demain il y a des salariés de Sonergia qui arrivent, comme on a vu depuis plus de 20 ans sur Marseille, au bout de 6 mois, ils ne vont pas repartir et au bout de 6 mois, ils vont peut-être vivre et avoir envie de vivre dans le quartier dans lequel ils travaillent. Parce que ça, on l'a vu à Marseille. Beaucoup de gens qui viennent à Marseille, qui viennent et qui finalement vont tous vivre dans les quartiers sud et qui abandonnent l'idée de vivre à proximité des zones d'entreprise dans lesquelles ils travaillent. Pas que sur Marseille, je parle de la région. Donc ça, c'est une question qu'il faut garder en tête. Je trouve très intéressant, il y a eu une réflexion à un moment donné sur Marseille, il y a eu à Nantes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec les usages empilés. Moi, j'ai bien compris là, cette question, c'est-à-dire à la fois de pouvoir avoir un commerce, un domicile, etc. En Amérique latine, dans les économies populaires, j'appelle comme ça, parce que je ne veux pas les appeler informelles, parce que tout le monde pense que c'est illégal. C'est pas l'illégalité, c'est pas dans les économies populaires, effectivement, on tolère complètement un usage multiple du territoire. Et les territoires patrimonialisés industriels servent tout autant le week-end de lieux dans lesquels on peut faire du skate et manger des barbes à papa que de salles de musée. Mais on accepte d'avoir des usagers qui se croisent. C'est-à-dire, je reviens à des histoires de frontières. C'est-à-dire, quelle autorisation on se donne d'avoir des espaces industriels dans lesquels, effectivement, des usages peuvent être faits à différents moments, y compris de la journée. C'est le problème qu'on se pose sur les places. Une place, elle peut être le matin, les parents qui accompagnent les enfants à l'école prennent un café. Après, on peut avoir des usages multiples d'un même lieu. C'est absolument essentiel. Tolérer que ce soit un marché, qu'il y ait un ramassage des déchets, tolérer que ce soit un temps de balade l'après-midi pour les enfants, et tolérer que le soir, ce soit un espace pour la jeunesse plus festif. Donc cette multiplication des usages est absolument essentielle. Et donc, là, la logistique et la circulation est essentielle, c'est l'organisation de cette logistique. Si vous allez en Amérique latine ou au Maroc, vous verrez que le moment de l'usage, par exemple, d'une place, vous avez un balai de personnes qui récupèrent les déchets, mais qui ne sont pas vus comme des gens qui font peur. Moi, j'ai travaillé sur la logistique du dernier kilomètre. C'est plus des facteurs. Ils n'ont pas un habit qui leur permet, ils ont des voitures banalisées. Les gens ne leur ouvrent pas la porte.
Ils ne peuvent pas passer dans les condominiums, ils ne peuvent pas passer les barrières à Marseille. Donc ils sont mal vus. Donc comment vous voulez à la fois qu'une ville organise sa fluidité en employant des gens qui ont des qualifications, qui sont pour l'instant confinés un peu dans ces métiers de la logistique, si finalement on ne leur donne pas l'autorisation de s'approprier la ville. C'est ça un peu le message. Et c'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement intéressant cette discussion. Et pour moi, l'autre discussion qui vient derrière, c'est la grosse discussion autour du changement de paradigme. Quand on est dans des villes très industrielles comme l'ont été Marseille, La Ciotat, Port-de-Bouc, etc., Fos, on est sur du paradigme industriel de risque, c'est-à-dire qu'on accepte la gestion de risque. Le basculement vers du sécuritaire empêche la fluidité, empêche l'expérimentation et la prise de risque. Et donc l'appropriation collective d'un certain nombre de solidarités. Et je pense que c'est une erreur d'avoir pensé d'être dans le sécuritaire, parce que ça fixe les choses et ça fait peur. Plutôt que le risque, c'est une prise d'acceptation de fluidité en fait, et de connaissance des ingrédients. C'est ça que. Mais c'est vous qui m'avez inspiré. Hein, voilà. Je ne sais pas si c'est utile, mais voilà ce que. Ça me donne à réfléchir. Quand c'est passionnant, c'est utile. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florence. Merci beaucoup, Anne-Laure. Merci beaucoup, Delphine, de cette synthèse. Alors, Je ne ressemble pas à Jean-Pierre, définitivement. vous savez quoi? On en est parfaitement heureux. Et franchement, on repart peut-être avec plus de questions que de réponses. Mais merci beaucoup pour ces questions que vous avez posées. Vous avez évoqué les usages multiples d'un même lieu. C'est un peu, la ficelle est un peu grosse, hein, mais l'usage multiple que nous on va faire de ce lieu, c'est qu'après avoir écouté, et après ça trouve nous, actuellement, on va pouvoir se restaurer dans ce lieu. Mais avant de se restaurer, je suppose que Diana Bajora, qui est la présidente de Marseille Nord Développement, peut nous dire quelques mots peut-être de conclusion, de perspective. Effectivement, j'ai quelques mots à dire, quelques réflexions à partager avec vous après ces échanges. Je me suis dit, la première réflexion que je me suis faite, c'est qu'il était urgent d'avoir ce débat pour nous. Et puis l'autre qui a suivi, c'est que Marcea était là, ce soir, à l'épicentre de son rôle et de sa mission et de sa raison d'être. C'est-à-dire qu'on avait autour de la table et autour des échanges exactement les acteurs que l'on réunit, avec lesquels on travaille au quotidien. Et j'ambitionne donc pour l'avenir de Marcea que l'on continue de créer les conditions de ces échanges-là qui sont d'intérêt général. Et voilà, je ne sais pas si vous partagez ma conclusion, mais c'est ce que ça m'a inspiré. Et je remercie pour ces témoignages et la richesse de ces échanges. C'était extrêmement profond, ça nous a beaucoup éclairé. Et pour une fois, ça fait du bien aussi dans les rencontres d'avoir un hyper focus sur notre territoire hyper spécifique.